Conférence Canada-Afrique sur l'investissement et ça se passe au mois de mai. Nous recevons aujourd'hui la tête d'affiche de cet organisme. Nous parlons de Force Leadership Africain, un homme assez fort et un homme persévérant. Donc nous parlons ici de cette conférence qui aura lieu plus précisément les 19 et 20 mai. Et donc ça se passe donc ici même à Montréal. Juste question de vous situer rapidement. Les économies mondiales canadiennes et africaines sont confrontées en 2022 à des très nombreux défis. Poursuite de la bataille contre la pandémie, conflit géopolitique symbolisé par la guerre en Ukraine, comme vous le savez, et financement de la reprise économique, lutte au changement climatique, allocation des ressources humaines et adaptation au progrès multiforme des numériques. En fait, en dépit de ces difficultés que cela comporte, ces défis donc offrent de nombreuses opportunités de collaboration et d'investissement naturellement, tant pour le Canada que pour l'Afrique, qu'il convient d'examiner. Tel est l'objet donc de cette 4e édition de la conférence Canada-Afrique sur l'investissement. Nous recevons aujourd'hui M. Yaovi Bouka. M. Bouka, bonjour. Bonjour M. Ngaka. Comment ça va? Oh, ça va très bien, merci. C'est encore une fois un grand plaisir de vous avoir. Premièrement, dites-moi, toute cette période de coronavirus, pour vous, ça a continué, vous avez travaillé, puisque je vois que vous arrivez à en fait des résultats très très intéressants. Oui, vous savez, quelquefois les défis, il faut les transformer en opportunités. Et ça fait 2 ans que cette pandémie existe. Nous, chez Force Leadership Africain, nous l'avons utilisée pour nous moderniser dans notre approche vis-à-vis du public. Nous avons maintenant installé la possibilité d'organiser les conférences en ligne. Et d'ailleurs, au mois de mai de l'année dernière, on en avait fait la 3e édition, qui a eu comme une participation de 350 personnes. Et là, on discutait d'autres problématiques. Et au mois de novembre, nous avons fêté notre 15e anniversaire d'existence. On a honoré plusieurs personnes qui sont ici au Canada et ailleurs. Et puis maintenant, nous préparons cette édition. Et on a suivi un peu l'évolution de la pandémie. On voulait mettre tout ça de façon virtuelle. Mais comme les possibilités de rencontres physiques sont maintenant autorisées, nous l'avons transformé en activité hybride. Donc, il y a des gens qui peuvent venir en salle ici, nous rencontrer. Et donc, c'est une conférence qui se tient à la fois en ligne et de façon physique ici, les 19 et 20 mai prochains. Alors, je vais juste rappeler pour le grand public qui nous suit actuellement, M. Bouka, pourquoi le public, tant aussi bien africain que québécois, devrait s'intéresser à votre organisation, à ces conférences? Qu'est-ce que ça leur apporte concrètement? Je pense qu'il y a 3 éléments importants. Le premier élément, c'est que le monde global dans lequel nous vivons doit comporter des intervenants multipolaires. C'est-à-dire que dans le temps, tout était pensé pour l'Afrique. Comme vous le savez, même l'Inde, il y a des sommets Inde-Afrique, Turquie-Afrique, Europe-Afrique. Mais il n'y a pas de cette façon de penser de l'Afrique. Et nous, les gens de la diaspora, nous apportons une des forces. Il y a des spécialistes qui ont parlé de la diaspora comme d'une organisation, disons, un ensemble de personnes qui ont 5 forces importantes. La force économique en matière de transfert financier, il y a la force intellectuelle, le savoir-faire, il y a le transfert aussi de la capacité d'intervenir en matière de politique pour la bonne gouvernance, la force en matière culturelle, tout ce que nous apprenons de gauche à droite, et aussi la force sociale. C'est une organisation multidimensionnelle, multigénérationnelle, et puis Force Leadership Africain apporte sa contribution à cette réflexion. Le deuxième élément, si vous voulez, c'est que le Canada a beaucoup de technologies qui peuvent aider l'Afrique actuellement dans cette transition énergétique, alors qu'en Afrique, il n'y a pas un continent beaucoup plus ensoleillé que le Canada. Alors, si on prend par exemple le secteur de l'énergie solaire, nous avons le soleil, nous avons le besoin de faire des choses, nous avons des talents sur le terrain, et donc le Canada, avec ce savoir-faire, peut apporter une contribution à cette nouvelle dimension de la relève de l'économie africaine dans le contexte qui est maintenant en
en résorption de la pandémie, mais aussi dans cette affaire de conflit international où l'énergie existe encore avec l'Afrique. Justement, M. Bouka, vous avez parlé ici de conflits géopolitiques symbolisés par la guerre en Ukraine. Comment est-ce que les pays africains réagissent? Est-ce que pour l'homme d'affaires canadien, pour l'homme d'affaires africain qui vit ici, qui est canadien, qui observe cette crise-là qui se passe entre, on ne le dit pas nécessairement, mais une crise qui se passe entre les deux grandes puissances qui s'observe, même si on nous parle plus de l'Europe, et vous le savez aussi bien que moi, que pour Poutine, son adversaire, ce n'est pas l'Europe, c'est bien plutôt les États-Unis, puisqu'on le sait que depuis la révolution bolchevique, même depuis, je dirais même un petit peu avant la fin de la Deuxième Guerre, l'URSS, l'ancienne URSS, l'objectif c'était quoi? C'était d'atteindre, n'est-ce pas, le même niveau militaire, le financement militaire que la puissance hégémonique américaine, puisqu'on parle des rapports de force dans les relations internationales. Alors maintenant, pour vous, au sein de votre organisation, lorsque vous invitez les Africains, lorsque vous invitez les Canadiens, les Québécois à s'intéresser justement aux investissements, comment est-ce que vous situez un petit peu le continent par rapport à ce conflit-là? Est-ce qu'on peut réellement parler d'affaires dans la paix et quelque part avec le continent africain? Ça, c'est une excellente question que vous posez. Vous savez que de tout temps, il y a toujours eu des conflits dans le monde. Hein? Et donc, aujourd'hui, dans ce contexte multipolaire et très compliqué, où deux ou trois gros éléphants se battent, c'est-à-dire la Russie, la Chine et les États-Unis, je pense que quand les éléphants se battent, les petits animaux doivent plutôt chercher comment est-ce qu'ils peuvent se protéger et collaborer entre eux. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'Afrique, ce serait peut-être une opportunité pour l'Afrique aussi de se réveiller en tant que continent et chercher à l'intérieur du continent les éléments de convergence. Ça, c'était une première opportunité pour nous. Le deuxième élément, c'est que tout le monde dit qu'il y a des matières premières en Afrique. Nous ne vivons plus dans une ère où on va vivre seulement de la rente de la matière première. Dans cette affaire de transition énergétique, il y a certains pays que je ne nommerai pas qui ne vivent que de la rente de pétrole. Mais ils doivent se réveiller, hein, comme les gens du Qatar et ailleurs, pour dire que bientôt on ne réutilisera plus le pétrole. Donc c'est pour nous un double choc. Un choc pour ce qui concerne la pandémie qui n'est pas encore terminée, mais un choc de transition économique et transition énergétique où certains pays bien dotés de certaines ressources hydrauliques peuvent demain ne plus vivre de leur rente. Et donc, cette opportunité pour nous de réveil à la fois technologique, à la fois en matière de secteur dans lequel on doit développer. Vous savez par exemple que 40% du riz qui est consommé en Afrique est importé, alors que nous avons des terres. Et donc, au lieu de ne vivre que de la rente du pétrole, c'est une opportunité de développer des secteurs, par exemple l'énergie solaire, tout ce qui concerne l'aspect du rattrapage technologique, le développement agricole, et j'en passe. J'aurais pu vous citer des secteurs. Donc, Monsieur Bouka, à votre question. Oui, allez-y. Donc, pour répondre à cette question, c'est qu'au lieu qu'on passe tout son temps à savoir comment se positionner d'un côté ou de l'autre des deux éléphants qui se battent, posons-nous plutôt la question de savoir comment est-ce que les défis actuels vont nous amener à nous réveiller. Dites-moi, M. Bouka, j'ai une question. Vous êtes l'expert. Comment expliquez-vous sincèrement le peu d'investissement, et je pèse bien mes mots, le peu d'investissement que l'on retrouve auprès des populations africaines depuis leur accession à leur indépendance? On a constaté, comme par hasard, que les pays africains sont toujours à la recherche d'investisseurs étrangers. On parle très peu d'investissement à l'interne chez les nationaux. On parle très peu d'investissement chez les membres de la diaspora. On va chercher plutôt les investissements au niveau des Occidentaux, au point que quand ils viennent chez nous, ce sont des expatriés. Ce ne sont pas des immigrants, ce sont des expatriés parce qu'ils emmènent le travail, ils emmènent les investissements. Maintenant, ma question, comment expliquez-vous justement que ces pays qui parlent de développement, on a cette impression qu'il n'y a pas tellement d'encouragement auprès des nationaux du pays même pour investir? Est-ce que parce que le système est fait en sorte que l'on ne favorise pas ce genre de choses, ou bien c'est parce que ceux qui ont l'argent
ont détourné l'argent et n'osent pas investir chez eux? Je m'arrête là. Ah, vous avez une question très complexe, mais je vais essayer d'y répondre par 4 éléments fondamentaux. Que ce soit un individu, une organisation ou un pays, lorsqu'on produit tous les jours, on doit mettre une partie de côté. Ça, c'est la première des choses. La première des choses en Afrique, nous devons apprendre à faire de l'épargne. Alors, si on se compare à un pays comme la Norvège a créé, et la Norvège vit également des rentes pétrolières, mais elle a créé un fonds qui s'appelle Fonds de génération. Il y a 2 aspects. Un pour les investissements locaux et un autre pour les investissements à l'étranger. Donc, quand on prend un pays comme le Congo-Brazzaville, doté de grandes ressources pétrolières, oui, ou le Nigeria ou ailleurs, chacun de ces fonds doit avoir ce qu'on appelle un fonds souverain, dans lequel il y a une partie des ressources chaque année qui est mise de côté pour l'avenir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Jean Boissonnat le disait, le développeur d'un pays ou d'une région, ce sont les entrepreneurs. Nous n'avons pas d'entrepreneurs dans notre système. Ce Pourquoi? sont eux qui... Mais c'est une question de culture. Les gens ont toujours été habitués à aller à l'école et à attendre un emploi à la fonction publique. Et donc, finalement, celui qui va faire tourner l'économie, qui est l'entrepreneur, nous n'en avons pas beaucoup. On a commencé par en avoir, tel que M. Dangote ou d'autres appellent. Il faudrait multiplier M. Dangote par 100 en Afrique pour que l'Afrique puisse capter. Parce que les investisseurs viennent plutôt rencontrer leurs homologues. Et quand ils arrivent, moi j'ai souvent amené des missions d'hommes d'affaires en Afrique, et c'est la même personne, je ne vous donnerai pas le pays, c'est la même personne qu'on a rencontrée dans la journée qui était ministre, et le soir revient nous voir en tant qu'homme d'affaires. Ça ne peut pas fonctionner. Il manque un acteur fondamental qui est l'entrepreneur. Le troisième élément, c'est que on parle, si vous voulez, de rareté de capitaux. Mais il y a des chiffres qui ont montré, je pense que c'est l'UNICEF, je ne me rappelle pas, qui a fait des études, qui a montré qu'il y a le montant d'argent qui sort chaque année de l'Afrique vers l'étranger, venant de nos propres pays, c'est des milliards de dollars. Cet argent-là devait rester, mais pourquoi ça ne reste pas? Il manque un climat de confiance pour que cet argent sur le temps local reste, pour en attirer d'autres. Et le dernier élément, au fond, c'est le savoir-faire, l'environnement économique et financier pour attirer. Voyez-vous, aujourd'hui, on est en train de créer de nouvelles zones économiques pour attirer les capitaux, telles que Dubaï. C'était dans le désert. Ils ont transformé, ils ont vécu du pétrole, mais ils ont accueilli des gens, comme nous en Afrique, mais ils ont créé un environnement où les capitaux y vont. Alors, chaque année, nous cherchons donc tout le temps du capital, mais il nous reste maintenant à avoir des entrepreneurs, à comprendre qu'il faut avoir des fonds souverains, à savoir qu'il faut épargner et savoir comment est-ce que créer l'environnement qui va attirer des capitaux sur le terrain. On parle il y a beaucoup de travail à faire. On parle beaucoup de Dubaï. En parlant avec ceux qui sont habitués à voyager dans ces coins-là et qui font les affaires, ils ont constaté que Dubaï, ce n'est pas nécessairement le pétrole comme tel. Ils ont compris qu'un jour, le pétrole pourrait en fait disparaître. Par contre, Dubaï, ils ont mis l'accent, d'après ce que j'aurais appris, sur les services. Les services. Donner à l'être humain, le faire rêver, lui faire réaliser ce qu'il veut comme rêve. On a mis l'accent sérieusement sur les services. Et ce sont les services réellement qui attirent vraiment soit les touristes, soit les hommes d'affaires. Ce qui n'est pas nécessairement le cas avec des pays d'Afrique comme tels, où le tourisme, encore là, pour certains pays, dire qu'on sait que les pays des îles, par exemple, les îles vivent grâce au tourisme. Plusieurs pays du monde vivent grâce au tourisme. Sur le continent comme tel, le tourisme, bon, on ne sait pas si le tourisme, on peut encore penser parler réellement d'un tourisme professionnel à partir de ce moment où nous avons des crises économiques, des crises politiques, des crises militaires dans en fait certains pays africains. Mais vous savez, ce qui se passe actuellement, la crise dans laquelle nous sommes en train d'arriver, ça va réveiller les gens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui disait que quand on est dans le beau temps et les gens qui sont dans la piscine, on ne sait pas ce qui est rond, qui n'est pas rond.
Mais lorsque l'eau se retire, on peut savoir qui est beau, qui n'est pas beau. Nous sommes arrivés aujourd'hui dans une situation fondamentale où on ne peut plus reculer. Et si je prends l'exemple de l'Éthiopie, par exemple, il n'y a même pas quelques mois, on disait, voilà un pays qui a fait le rêve de l'Afrique. Mais ils se sont organisés, si vous voulez, pour mettre en place un conflit interne qui vaut des milliards de dollars. Mais heureusement que j'ai entendu dire qu'ils essaient de s'entendre. Autrement dit, en Afrique, l'essentiel des ressources sont utilisées pour se battre pour des futilités, alors que les autres envoient des affaires, ils envoient des satellites, ils créent l'environnement pour que les gens puissent réfléchir, vous me parlez de tout ça, c'est au fond, le grand sport de l'Afrique, c'est la politique. Il faut que nous sortions de là, c'est-à-dire que les problèmes que nous avons actuellement vont nous obliger à sortir de ce sport continental pour réfléchir à la création de richesses. Et la création de richesses demande la mise en place de structures bien gérées. Ces structures bien gérées, ce sont ces structures dont les partenaires internationaux ont besoin, auxquels vont se greffer. Et vous me parlez de Dubaï, c'est ça que les gens ont fait. Ils ont créé un environnement qui permet aux gens d'aller se greffer à ça pour créer un environnement où on n'a pas peur de partir avec sa valise, on n'a pas peur d'investir, pas physiquement seulement, mais amener des capitaux. Donc, en résumé, le problème de la COVID, les conflits internationaux, l'émergence de la démographie qui double tous les 25 ans constituent des défis auxquels nous avons maintenant la nécessité de réfléchir. Et donc, cette conférence va nous amener, si vous voulez, à réfléchir sur ces défis, mais aussi comment est-ce qu'on va transformer ces défis en opportunités pour l'Afrique. Monsieur Bouka, en fait, dernière question, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Dernière question, qui peut venir assister à cette conférence? Est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut se présenter et payer sa part et venir participer? Ou bien ça prend des diplômes universitaires très prononcés, ou bien faut-il être en fait au service d'un emploi absolument extraordinaire pour participer à votre conférence? Qui peut venir chez vous? Alors, avec respect pour tout le monde qui s'intéresse aux relations économiques et commerciales entre l'Afrique et le Canada est le bienvenu. Il suffit simplement d'aller visiter notre site internet forceleadershipafricain.org. Ils auront, parce qu'on n'a pas les adresses courriels de tout le monde, alors ils verront comment il faut s'inscrire. On peut s'inscrire de deux manières. Pour ceux qui veulent le suivre de chez eux, sans se déplacer, la participation est gratuite. Il suffit simplement de s'inscrire en ligne et d'y participer. Et ceux qui sont à Montréal, et ceux qui veulent venir physiquement, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vont venir de l'étranger. Il n'y a que 2 mois pour faire les démarches pour avoir les visas. Mais ceux qui sont au Canada ou en Amérique du Nord, il suffit simplement d'aller dans la deuxième option d'enregistrement sur Eventbrite. Alors, tout le monde peut chercher Eventbrite, Force Leadership Africain, Conférence Canada-Afrique sur l'investissement. Il va pouvoir s'inscrire et alors venir. On a demandé un prix modique de $50 qui comprend le café et la salle. Et puis, si c'est 2 jours, ça ne coûte que $80. On a mis ça vraiment à la disposition au niveau de tout le monde pour que nous puissions maintenant réfléchir dans la nouvelle situation dans laquelle nous sommes, que je viens de décrire, pour ne pas recommencer, qui nous amène à écouter tout le monde. Ce n'est plus seulement les diplômes qui sont en jeu ici, c'est la créativité qui nous amène, parce que nous ne pouvons plus reculer maintenant. Il nous faut avancer. On a la possibilité démographique, on a le potentiel technologique. Il faut qu'on renverse, on mette tous ces éléments-là face à nos responsabilités pour que l'Afrique nouvelle puisse être branchée avec l'économie internationale grâce à la technologie. Monsieur Yarouvi Bouka, je vous dis merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup. Alors voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.
Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous voulez nous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour. J'espère que ça va très bien. Vous êtes de bonne humeur aujourd'hui. On sent le soleil qui arrive tranquillement, graduellement. On le voit pointer à l'horizon et ça émerge, ça fait émerger le sourire. À l'émission aujourd'hui, si on allait faire un petit tour, on parlait un petit peu de la réalité ukrainienne. Tout le monde en parle, évidemment. Les médias, c'est inondé. On pleure, on suit ce qui se passe. On est vraiment touché. On est blessé. On va parler aujourd'hui avec une artiste qui est ukrainienne et en fait qui cartonne très fort dans la musique reggae. On parlera